sur l'ouvrage à la foire du livre ici, hein. C'est ça. C'est vraiment pas le genre de sujet où je peux dire que je suis pointu. Comment es-tu arrivé à écrire ce genre d'ouvrage? C'est très simple, c'est mon métier depuis presque 30 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme métier? J'ai fait des études de droit. De droit. Oui. Et je me suis lancé au barreau comme Ah oui. avocat à Bruxelles. Et après un an, j'ai vu une annonce dans la bibliothèque du Palais de Justice, parce que Canal+, qui s'implantait à ce moment-là en Belgique, on était en 1989, En 1989. cherchait un juriste d'entreprise. Tu avais quel âge? Oh, je devais avoir 26, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être, 28. Et je... 89... 61, 28, c'est ça. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai dit ça c'est pour moi. J'étais engagé. Et puis, Canal+ en Belgique, ça a été tout sauf une histoire tranquille. Donc, il y a eu un début très chahuté. Et de fil en aiguille, je me suis occupé plus du droit, mais du sport, et puis même, en fait, de tous les programmes. J'ai terminé à Canal+ Belgique comme directeur d'antenne. Bon, tu es jeune avant d'être avocat. Tu es déjà sportif? Moi j'aime bien le sport et je fais du sport. Oui. Sport? À cette époque-là, je faisais surtout du foot et du squash. Ah d'accord. Ouais. Et à un niveau élevé Non, ou bien du tout. tout à fait en amateur? Tout à fait. Ah d'accord. Et donc pendant les études, le sport continue encore un peu? Tout à fait. Ouais. Mais donc tu as des contacts, tu as des connexions avec des amis joueurs ou bien Pas vraiment, non. En fait, je suis attiré d'abord vraiment par la télé. Moi, c'est Canal+, je connais parce que ma cousine habite en France, je sens que c'est un phénomène là en France. Canal+ a démarré en France en 84, aussi des débuts très difficiles, mais après un succès extraordinaire. Et quand Canal+ décide de s'exporter à l'international, il décide que le premier développement sera en Belgique francophone. D'accord. Notre petite Belgique francophone. Et donc c'est à ce moment-là que je vois l'annonce et je dis ça je veux. Voilà le poisson qui trouve son aquarium. Voilà. Qui va devenir la mer, tout compte fait. En gros c'est ça. Et donc j'étais fasciné par la télévision et par Canal+ France à l'époque qui était dans toute sa splendeur. Comme on était le premier développement, c'est-à-dire Canal+ Belgique, nous étions le premier développement de Canal+ à l'international, on avait une attention très proche et très soutenue de tous les dirigeants de Canal+ France, qui m'a permis de connaître des Pierre Lescure ou des Alain de Greef. Tiens, quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite à Canal+? Oh, il y en a beaucoup. Certainement Alain de Greef, qui était directeur des programmes. Pierre Lescure, que j'ai côtoyé dans certains conseils d'administration. André Rousselet, qui était donc le fondateur, ex-chef de cabinet de François Mitterrand. Et plein d'autres. Le souvenir d'un gag? À Canal+, pas comme ça, non. Le truc vraiment qu'on se roule à terre de rire parce que une chose qui arrive, c'est pas prévu. C'est difficile. Il faudrait que je replonge dans des souvenirs qui sont maintenant assez lointains. Ah d'accord. C'est ça. Non, parce qu'il y a sûrement des moments dans une vie professionnelle où on se dit, tiens, on a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire dans l'amusement, dans le rire. C'est sûr que l'époque de Canal+, que je vous décris ici, est une époque de pionnier, quoi. De pionnier, mais de gloire, de fête et d'argent. Hein. Oui, c'est oui. clair que je parle bien de Canal+ France, hein, Canal+ Belgique étant une petite et bien modeste de réplique, même si j'ose dire, parce que chez nous il n'y avait pas d'argent et il n'y avait pas de gloire, mais on avait accès à ces personnalités glorieuses qui étaient auréolées de succès en France, en fait. D'accord. Ce qui était très excitant. Et en fait, après mon passage chez Canal+ Belgique comme directeur d'antenne, donc directeur d'antenne ça veut dire directeur des programmes, j'ai été appelé au siège à Paris pour m'occuper de l'acquisition des droits sportifs. Canal+ étant devenu un groupe européen à ce moment-là, je m'occupais de l'achat des programmes sportifs pour toutes les filiales du Nord et de l'Est, c'est-à-dire les deux Belgiques, puisqu'il y avait la Belgique francophone, mais c'était ajouté la Belgique néerlandophone, la Hollande, la Scandinavie, en fait plutôt les 4 pays nordiques,
et la Pologne. D'accord. Et donc pendant 5 années, j'ai acheté tous les programmes sportifs de tous ces Canal+ là. D'accord. Ouais. Ouais. L'idée de faire l'ouvrage date de combien de temps? Elle date très exactement de février 2017, il y a 2 ans exactement. Comment? Vous allez me demander comment? Oui, j'allais dire. Oui, parce que je rebondis, mais je donne la date, mais la date ne dira rien. En fait, j'ai lu un article dans le quotidien économique flamand qui s'appelle The Tate, et j'ai lu une interview d'un monsieur qui s'appelle Stefan Szymanski, Mhm. qui est un économiste et qui a sorti un bouquin qui s'appelle Soccernomics, Mhm. qui est un bouquin sur l'économie du foot, mais assez décalé, beaucoup de stats, d'humour, enfin, à l'anglaise, on va dire. Même si mon intention n'était pas de faire un bouquin d'humour, quand j'ai vu cette interview, j'ai dit, moi j'ai envie de faire ça sur les droits, comment on les appelle, les droits médias sportifs. Eh bien, à présent, je vais inviter Philippe Smans à venir prendre ma place. Très bien. Et alors, on va aborder maintenant l'ouvrage en question. Donc, business, des droits TV du foot. Un vrai business. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je décris un peu le volume de ce business qui a connu, dans le livre, qui a connu une ascension ininterrompue et foudroyante depuis des dizaines d'années, on va dire depuis les années 1980 à peu près, et pour atteindre aujourd'hui un chiffre qui est autour de 50 milliards d'euros. Au niveau mondial, Bien entendu. tout sport confondu. Exactement. Et là-dedans, l'Europe et le football se taillent une proportion qui finalement n'est pas énorme au regard de 50 milliards. C'est-à-dire que, oui, vous avez peut-être raison, mais le foot est quand même, au niveau mondial, malgré tout, le sport numéro 1, qui génère le plus de recettes télé. Et d'autre part, il faut aussi prendre en considération qu'il y a un marché américain qui est très fort, sans football. Le marché américain vit des sports majeurs américains, qui sont donc le football américain, Oui. la NFL, National Football League, le basket, la NBA, National Basketball Association, la MLB, qui est donc le baseball. Sans compter les plus petites comme la NHL, qui est le hockey sur glace, et toutes ces compétitions génèrent aussi des recettes télé pharaoniques, mais ce sont des sports qui sont très marqués américains. Moins la NBA, qui a quand même un retentissement international, mais dont l'essentiel des recettes vient quand même du marché américain, et le football américain, bon, ben, en dehors des States, n'a pas par exemple le rayonnement de notre football à nous, on va dire. Non, Loin de là. c'est clair. Et est-ce qu'au niveau de ces sports américains-là, où là, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, est-ce que la structure du marché est la même que pour le football en Europe? Donc, est-ce qu'il y a les mêmes acteurs de marché? Est-ce qu'il y a donc les ayants droit? Est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce qu'il y a les diffuseurs, etc. Est-ce que la structure est la même? C'est une bonne question. En fait, le marché américain est différent parce que le marché américain, c'est un marché. Et donc, dans le marché américain, il subsiste des chaînes gratuites qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent encore s'offrir aujourd'hui les meilleurs sports parce qu'ils ont des revenus publicitaires gigantesques. C'est pour ça, par exemple, que le programme sportif qui attire le plus de téléspectateurs au monde, c'est-à-dire la finale du football américain, le Super Bowl, est diffusé sur une chaîne en clair aux États-Unis et pas par une chaîne à péage. Parce que l'évolution en Europe, où les territoires sont plus petits, fait que les chaînes en clair les chaînes gratuites, on va dire, qui vivent de la publicité, ont forcément des revenus plus limités. Et aujourd'hui en Europe, ont beaucoup plus de difficultés à continuer à acheter des programmes sportifs de qualité. C'est un bel exemple dont je décris l'évolution dans le livre, c'est la Champions League. La Champions League, dans les 5 plus grands pays européens, ne peut plus être vue gratuitement. Le Big Five.
dans les pays du Big Five européen exactement, donc l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Il faut payer pour voir la Champions League, ce qui n'était pas le cas avant, et qui est donc réellement une évolution récente du marché. Alors, le marché de ces droits, j'ai été très intéressé évidemment de lire que il y a une grand-messe chaque année, le Sportel à Monaco, qui doit être l'équivalent du MIPIM pour l'immobilier, de ceci, etc. Et ça se passe comment, cette grand-messe? Est-ce que c'est vraiment un endroit, on va dire, où on structure le marché, ou est-ce que, bon, maintenant, de par les autorités européennes et le fait qu'on veut formaliser beaucoup plus tout ce qui est appel d'offres, etc., ce genre d'événement est plus destiné à devenir un cocktail dans lequel on discute un peu, et puis on boit, et puis on discute, et on boit, et on discute, et on boit. Donc je rigole parce que Philippe mentionne une citation dans le livre d'un vétéran de l'industrie d'ailleurs qui effectivement relève qu'au Sportel on passe beaucoup de temps à picoler. Sportel, c'est la contraction de sport et télévision en fait. C'est un peu basique, mais c'est comme ça que le nom a été formé. Le Sportel existe depuis aussi une trentaine d'années, je pense, et est effectivement l'équivalent du MIPIM en immobilier, ou du MIP TV et du MIPCOM pour la télé qui se passe à Cannes aussi. Le Sportel étant lui à Monaco. La particularité du Sportel, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnes. Il y a entre 2 et 3 000 personnes. Le MIPIM, je ne sais pas combien, mais je pense que ça doit être assez gigantesque. Oui, par contre, MIP TV, MIPCOM, c'est autour de 13 000 personnes. Et le Sportel, c'est entre 2 et 3 000 personnes. C'est un petit milieu. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plus vraisemblablement, je décris ça assez bien dans le livre, un peu aussi par l'aspect anecdotique. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on signe plus de deals au Sportel. C'est une bonne occasion d'entretenir son réseau. Parce que le réseau est important dans ce business. Les 2 à 3 000 personnes se connaissent en fait. Donc c'est un petit monde qui décide de là où les programmes sportifs vont échouer, on va dire. C'est un petit monde, tout le monde se connaît, mais c'est aussi un monde où des outsiders peuvent d'un seul coup débouler. Des sociétés, ou alors un Américain qui déboule, qui n'y connaît rien au foot ou à peu près, et qui se dit, tiens, voilà, il y a de l'argent à se faire. Là. Oui, c'est ça. Dans un premier temps, il y a surtout de l'argent à dépenser. Ouais. Et donc, effectivement, c'est vu la structure du marché et de ces appels d'offres, notamment, qui, par définition, un appel d'offres est ouvert à tout le monde. On a vu dans les 10 ou 20 dernières années beaucoup d'inconnus en fait surenchérir agressivement lors des appels d'offres et emporter le marché à des montants qui ont souvent, à l'époque où ils ont emporté le marché, qui ont souvent défrayé la chronique parce qu'ils doublaient ce qui était payé à l'époque ou des choses comme ça. Une bulle véritablement. Hein. Donc il y a eu un effet d'expansion qu'on peut assimiler à une bulle et qui est en train pour l'instant de... Enfin, il y a une correction, disons, c'est ça. Qui est en cours. C'est ça. En fait, bon, c'est un peu c'est un petit peu comment on va dire le sujet central du livre sans que je l'aborde vraiment de manière profonde parce que je souhaite que les gens puissent se faire leur idée. Et c'est pour ça que j'ai décrit en profondeur les mécanismes et les personnages qui animent ce marché. Donc comme ça, le lecteur peut se faire son idée, tiens, est-ce que c'est une bulle ou pas? Après, ça ne m'empêche pas d'avoir mon avis. Je pense que ça fait des années qu'on dit que c'est une bulle. Ça fait des années qu'on dit que cette bulle va exploser. D'ailleurs, ça a été bien souvent la remarque de certains éditeurs à qui j'ai proposé le bouquin et qui m'ont dit vous savez, ça fait des années qu'on prédit la fin de cette bulle et elle est toujours là. Je leur ai rétorqué oui, mais maintenant c'est quelqu'un de l'intérieur qui le dit. Ça a sans doute plus de poids.
Donc une bulle, cette bulle pour moi est récente et date à peu près de 2015, année où les agences, c'est-à-dire des intermédiaires qui se situent entre les propriétaires des droits, c'est-à-dire les ligues, et les télés ou les sociétés de télécommunications du type Proximus, où les agences sont venues comme intermédiaires. Et où les agences, à partir de 2015, se sont livrées à une concurrence effrénée entre elles, entraînant des investissements, si on peut appeler ça des investissements, ou des dépenses plutôt extrêmement risquées dans leur chef. Et je pense qu'effectivement, depuis lors, il y a une bulle qui s'est créée avec des montants exagérés qui vont être corrigés, je pense. Donc les agences sont les catalyseurs ou parmi les catalyseurs de la bulle. Les agences, donc par exemple Mediapro, MP Silva, Sky, etc. Pas Sky. Non. Donc les agences Mediapro, oui, MP Silva, oui, AMG, donc Oui. IMG, ça sont les Américains. Oui, tout cela se sont livrés depuis 2015 une concurrence effrénée. Et donc ça a alimenté la bulle. Exactement. Est-ce que les clubs eux-mêmes n'ont pas d'une certaine manière alimenté la bulle aussi? Parce que tu retraces dans le livre quelque chose qui résonne à l'oreille de quiconque suit de près ou de loin le football d'ailleurs, c'est cette espèce de tentative de coup d'État qui a été fait par les grands clubs européens, Oui. qui se sont dit un beau jour, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble et qu'on créerait notre propre ligue? Donc finalement on quitte l'UEFA, C'est ça. et on se fait une super ligue, nous, tous, les grands clubs connus, Bayern, l'Inter, le Real, probablement parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire. Donc, n'ont-ils pas eux-mêmes, ces clubs, alimenté ce phénomène de bulle? C'est certain que même en dehors du projet qu'on va appeler de Super League, hein, parce que c'est de ça dont tu parles, c'est clair que les clubs ont intérêt à ce qu'il y ait une bulle. Les clubs bénéficient en premier de tous ces revenus, des revenus des télés, et donc qui leur permet d'acheter des joueurs qu'ils espèrent bons, et qu'ils espèrent qu'il va les amener à réaliser des performances intéressantes. Et donc les clubs ont tout intérêt à ce que les revenus des droits télé restent très élevés et que cette bulle n'explose pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut avancer un chiffre qui est de dire que les droits télé représentent à peu près 50% des recettes des clubs. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ça veut dire que les autres recettes pour un club, comme le sponsoring, comme les tickets d'entrée, comme ce qu'ils appellent le merchandising, vendre les maillots, etc., ces trois-là ensemble, plus les autres petits, représentent que la moitié, face à l'énorme revenus venant des télés. Donc c'est sûr que les clubs français, par exemple, se sont réjouis lorsque Mediapro, une agence, donc, est venue investir massivement sur leur championnat l'année passée. Et alors toi, tu connais ce milieu parce que toi, tu conseilles les acteurs de ce milieu. Mais plus particulièrement, quels acteurs? Alors, dans mon parcours, j'ai travaillé un peu avec tout le monde. J'ai travaillé beaucoup au départ avec des acheteurs. Bon, j'ai moi-même été employé par Canal+, où j'achetais les droits, donc je connais très bien le fonctionnement d'une chaîne à péage traditionnelle, on va dire, dans sa programmation sportive et donc dans son activité d'achat de droits. Après, j'ai beaucoup conseillé des telcos, donc des sociétés de télécommunications. Télénet notamment. Télénet pendant très longtemps, en effet. Aussi à l'étranger, Numéricable en France. J'ai même conseillé un telco dans les Émirats Arabes Unis qui s'appelle Etisalat, qui est le tout gros telco de la région MENA, M-I-N-A, Middle East North Africa, Oui. qui voulait avoir en fait vraiment un avis sur comment se positionner sur le sport. Mais au fur et à mesure, j'ai été amené à conseiller d'autres acteurs, comme des titulaires de droits, des propriétaires de droits. Là, je suis encore en contrat, on va dire, avec la Ligue de basket belge, qui donc vend ses droits
aux chaînes de télé belges. Et j'ai aussi beaucoup travaillé avec des agences, notamment avec MPN Silva, lorsqu'ils ont fait leur partenariat avec la Ligue de football belge en 2014. Dont le patron est un homme assez flamboyant, hein, apparemment. Andrea, je pense. Alors il y a deux fondateurs, enfin il y a trois fondateurs, mais il y en a deux qui sont assez connus. Il y a Ricardo Silva d'une part qui a donné son nom à l'agence, et il y a Andrea Radrizzani, voilà, qui sont tous les deux effectivement des Italiens qu'on peut qualifier de flamboyants. Le dernier, Andrea Radrizzani, est aujourd'hui connu pour être à la fois propriétaire de la chaîne de télé sportive Eleven, qui opère notamment en Belgique, mais qui opère dans 5 ou 6 autres pays à travers le monde, et il est propriétaire de Leeds United, qui est un club mythique et qui va apparemment remonter en première division anglaise, en première ligue cette année, pour l'anecdote. Dans cette activité de conseil, j'imagine qu'il y a des moments très valorisants, quand tu prédis par exemple à un de tes clients, voilà, ce montant-là, ça va doubler, voire ça va tripler, et boum, ça se réalise. La prédiction se réalise. Ça, c'est très valorisant. Est-ce qu'il y a à côté de ça des moments frustrants aussi? Ou est-ce qu'il y a des moments où il y a des, je ne sais pas, des risques de conflit d'intérêts par exemple, ou des choses comme ça? Quelles sont les difficultés du métier? Les difficultés du métier... Conflit d'intérêts, j'en ai pas tellement connu. Si par exemple tu conseilles à la fois Telenet et Proximus. Oui, ça je peux pas faire. Donc là, il y a une déontologie qui intervient. Oui, bien sûr. Ou par contrat. Ce sont deux concurrents et je ne peux pas non plus conseiller en même temps Telenet et la Ligue de basket belge, par exemple. Puisque l'un sera client de l'autre. Voilà. Donc bien entendu. Mais donc, étant donné que j'ai toujours moi-même de ma propre initiative évité ce type de conflit d'intérêts, j'en ai pas tellement connu. La difficulté, le stress qu'on peut avoir, bien sûr, c'est quand un client acheteur, donc on a cité Canal+ ou Telenet, les droits, les championnats dont ils vous donnent la mission de les acheter, ils les veulent. Donc si ça file chez un concurrent, là c'est bon en général. Donc, ils sont bien informés et si ça file chez le concurrent, ils sauront ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas mis assez d'argent ou parce que. Mais effectivement, il y a un stress et il y a une joie lorsque effectivement on a le deal pour lequel on était mandaté. Ici, par exemple, dans l'autre sens, sur la ligue de basket belge, le basket n'a pas du tout la popularité du foot et donc c'est un produit qui est plutôt difficile à vendre. Donc lorsque ici on a réussi à vendre à peu près à toutes les télés belges, c'est-à-dire non seulement à la RTBF et la VRT, mais Proximus, Telenet et vous, bah oui, on était contents de nous. Ouais. Valorisant, comme tu dis, on était valorisés. Oui. Mais il y a un rôle de conseil, mais de négociateur aussi en même temps. Exactement, tout à fait. Alors j'ai vu qu'au Sportel, il y a par tradition un match de foot. Oui, je pense pas que... tu joues comme arrière droit. C'est ça. C'est une anecdote que je raconte dans le livre. Et effectivement, c'est une des agences qui organisait, je ne pense pas que ça a encore lieu, qui organisait ce match de foot entre différentes agences et ceux qui les connaissaient. Et c'était amusant. Et vraiment, c'est de nouveau une manifestation du fait que tout le monde se connaît, en fait, qu'on peut être des compétiteurs qui s'affrontent sur le terrain des droits, bien entendu, mais ça ne nous empêche pas de courir et de rigoler ensemble et de boire un coup après. Donc il n'y a pas que des financiers bedonnants Du tout. Non, du tout. On reste quand même dans le sport. C'est ça. Et est-ce que tu n'as pas eu à un moment la tentation de fonder ta propre agence? Une agence genre MP Silva ou AMJ, ou en se disant, à un moment où tu te serais dit, ben, finalement je connais bien les ressorts de ce marché, plutôt que d'être conseiller, pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas moi-même acteur? Oui, c'est une très bonne question. J'y ai pensé, c'est sûr. C'est sûr que je suis
considéré comme un spécialiste en Belgique et à l'international, donc je ne pense pas enfin, j'ai de la légitimité pour le faire. Après, je raconte dans le livre que je me suis moi-même mis dans le rôle d'une agence Oui, ponctuellement, oui, c'est un exactement. passage très 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 prenant, ça, très prenant. Merci. On sent le stress. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est très amusant que tu me dises ça, parce que hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui a une agence, qui vient de lire le livre et qui m'a dit, en rigolant, « Ah, je vois que tu as connu aussi le stress du no deal. » Donc, enfin bon, soit, tout ça est raconté dans le livre. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas de nature à prendre autant de risques qu'une agence. En fait. C'est simplement ça. Et donc, moi, j'aime bien, et par ailleurs, j'aime bien être consultant. J'aime bien être agile, comme on dit maintenant, rapide, et j'aime bien travailler seul, en fait. Donc, ça fait beaucoup de choses qui fait que je me sens bien dans mon rôle de consultant. Et il faut aussi savoir que, tu peux me croire ou pas, mais des consultants comme moi, indépendants, dans ce domaine-là, il y en a très peu au monde. C'est ça. Voilà. Je suis seul en Belgique, ça c'est une chose, mais même au monde, il y en a assez peu. Quand tu dis très peu, c'est très peu dans le domaine football ou dans le domaine sport en général? Non, pas dans le domaine sport du tout, dans ce domaine très précis des droits TV du football. Exactement. Parce qu'en termes de gros sous, il y a d'autres sports où on imagine aussi toutes sortes de manœuvres un peu similaires à celle-ci, la Formule 1, ouais. Bon, oui, certainement. D'autres sports. Alors, il y a quand même une chose à dire par rapport à ça. De nouveau, l'Europe et les États-Unis sont très différents, même l'Asie, mais l'Europe, le foot est le sport le plus populaire dans tous les pays d'Europe. Peut-être seule la Suède, mais le hockey sur glace devant, ça doit être, et encore, à vérifier si aujourd'hui le football n'est pas devenu le sport. Ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai centré mon ouvrage sur le foot, c'est vraiment que le foot est numéro 1 partout, mais le gap, l'écart entre le foot, on va dire le sport numéro 2 dans chacun des pays, est grand et grandit sans cesse. Grandit. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je te citais l'exemple de la ligue de basket. Le basket qui est un sport tout à fait populaire. Il y a quand même 100 000 affiliés en Belgique, 100 000 personnes qui jouent. Hein. Eh bien, vu que le foot devient de plus en plus populaire et que les sports qui ne sont pas le foot deviennent finalement de moins en moins, ou en tout cas ont de plus en plus de mal à coller au talon du football, eh bien, c'est difficile. Et ça, c'est une particularité de l'Europe pour le football. On pourrait imaginer que les gens commencent à en avoir marre du foot, mais on n'y est pas du tout. On peut citer à cet égard, au début, quand le foot a commencé à être télévisé, le Bernabéu, qui était patron du Real de Madrid à l'époque, voyait ça comme un danger. Il a dit, un jour, les matchs se dérouleront devant des stades vides. Et c'est tout à fait le contraire qu'on voit. Tout à fait, il y a de plus en plus de foot à la télé, hein, tous les jours, et les stades sont pleins. Les gamins achètent des maillots de foot à 100 €. Enfin, oui, c'est de la folie furieuse. On peut dire ça. Un maillot à 100 € qui made in China coûte probablement 20 cents. Voilà. Donc, par là. Il y a de la marche. Source de rentrée pour les clubs, ça, évidemment. Ça, oui, et leur équipementier. Santiago Bernabéu, je pense qu'il avait une villa à Majorque, et est-ce que c'est pas celle-là qui a été rachetée par Michael Schumacher? Ah, c'est possible, je ne connais pas. Je pense. Alors, une dernière question. Pour le grand public qui ne suit pas le football, ce grand public-là sera quand même au courant d'une chose, c'est l'inflation qu'il y a dans le salaire des joueurs de foot. Parce que ça,
ça fait la une des journaux, Tout à fait. tel joueur acheté par un club 400 millions d'euros, des choses comme ça. Donc ça, le grand public est au courant. Est-ce qu'il est peut-être moins au courant de la bulle qui existe ici sur les droits TV du foot? Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que l'un alimente l'autre? Est-ce que la bulle sur les droits TV, c'est ça qui amène une inflation dans le salaire des grands joueurs de foot? Ou est-ce que c'est l'inverse? Enfin, est-ce que les deux sont liés? Ta question est très intéressante dans la mesure où, en fait, je comprends tout à fait bien ce que tu dis. Ce secteur-ci n'est pas connu du grand public. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai voulu faire, Ouais. c'est-à-dire un peu dévoiler un secteur qui est très méconnu en fait, et qui en dehors des 3000 personnes qui le composent, sans doute assez connu. Confidentiel. Voilà, connu par peu d'autres personnes. Donc ça vraiment, ça a été un objectif, c'est d'un peu mettre de la lumière sur ce milieu-là. Deuxième chose, oui, effectivement, dans la presse, le grand public, ça apparaît fréquemment, le grand public est conscient du fait qu'il y a une bulle au niveau des transferts et des salaires, du montant des transferts et du montant des salaires des joueurs. En fait, mon idée à la base, c'était de faire quelque chose que je pensais qui était grand public, et j'avais lié les deux bulles. En fait, dans mon pitch premier, c'était l'explosion de la bulle des droits télé va engendrer l'explosion de la bulle des salaires et des transferts du foot. Ce qui paraît logique. Voilà. Il se fait que les éditeurs à qui j'ai proposé ce thème m'ont dit que c'était pas assez grand public pour eux. C'était des éditeurs grand public de type Flammarion ou Robert Laffont. Et donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, je vais me centrer sur ce que je connais le mieux, en fait, et venir à mon point. Après, effectivement, libre au lecteur de voir la conclusion. C'est ça. Comme je l'ai dit au départ, tiens, est-ce qu'il y a une bulle? Et oui, tiens, j'entends que les droits télé constituent 50% des recettes du club. Voilà. Forcément, il va y avoir un impact sur les salaires des meilleurs joueurs. Mais donc ici, en fait, tu as eu le contact avec l'éditeur sur base d'un pitch, c'est-à-dire tu as envoyé une feuille A4 décrivant ton projet. Ce n'est pas un manuscrit que tu as envoyé chez l'éditeur. Tu n'as pas fait d'abord un projet, un tapuscrit que tu as envoyé, un PDF par mail. Non, c'était vraiment une feuille A4 disant voilà ce que j'envisage de faire. C'est Et ça. l'éditeur a mordu. En fait, j'ai eu deux phases. Donc, j'ai eu une première phase en février 2018 où je me suis adressé à des grands éditeurs que j'ai cités, Flammarion, Robert Laffont et d'autres. Je mentionne, Albin Michel aussi. voilà, je mentionne surtout Flammarion et Robert Laffont parce qu'eux m'ont répondu et de manière argumentée, enfin pas la négative, mais argumentée en me disant que c'était la même réponse, c'était pas suffisamment grand public. Et en fait, ils m'ont aussi expliqué que effectivement, un A4, c'était un peu difficile pour eux de juger et de décider d'un investissement, puisque pour un éditeur, il s'agit quand même d'un investissement. Et donc, après février, je me suis mis au travail, j'ai écrit, et donc, quand je me suis réadressé à des plus petits éditeurs cette fois, puisque je n'avais plus cette ambition d'être grand public, puisque j'avais été, comment on va dire, réorienté par les grands éditeurs, je me suis adressé à des petits éditeurs qui tous avaient déjà... enfin, sauf tout le respect que je dois à mon éditeur, bien entendu, mais c'est quand même un petit éditeur par rapport à Flammarion. Je me suis adressé à des plus petits éditeurs qui avaient tous déjà édité quelque chose dans le sport. Et effectivement, je leur ai envoyé une note d'intention, qui était effectivement un seul A4, en disant, cette fois, si vous êtes intéressé, je vous envoie le manuscrit, puisque entre-temps, j'avais fait le manuscrit. Voilà. Et donc, effectivement, ils ont mordu sur le A4 et après ont été convaincus par le manuscrit que j'ai envoyé dans la foulée, en effet. Oui, tout à fait. Bien, alors ça a débouché sur ceci, donc le business des droits TV du foot. Bon, Pierre, un grand merci. Je dois avouer qu'indépendamment du fait qu'on se connaît, j'ai réellement eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. C'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux sur un domaine que j'ignorais complètement. Mais
il a été abordé, je pense, de la très bonne manière, c'est-à-dire pas du point de vue vraiment purement technique, on n'est pas assommé par des tableaux de données, etc., pas du tout. Il y a un fil conducteur, c'est, je vais dire, plus proche du thriller que du documentaire sur un monde qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup d'anecdotes, ça rend les choses très, très plaisantes à lire. Moi, je l'ai commencé et je l'ai lu dans la foulée en un seul week-end. Et voilà, je suis ravi qu'on ait pu en parler. Je comprends encore un petit peu plus la genèse du livre. Très bien. Et en tout cas, je recommande ce livre très, 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 très chaudement. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, ça me fait très très plaisir ce que tu dis et ce que tu as écrit d'ailleurs précédemment. Le fait qu'effectivement ça dépassait une analyse technique, que c'était un récit et comme tu viens de le répéter, même un thriller. En fait, c'était vraiment mon objectif. J'ai moi-même précédemment écrit 2 nouvelles en fait, et donc qui m'ont, je pense, un peu mis à l'aise ou entraîné avec des nouvelles de fiction, donc, hein, qui m'ont un petit peu échauffé, on va dire. C'est vraiment de l'échauffement pour pouvoir effectivement raconter ceci en essayant que ce soit amusant. En fait, tu as parlé de plaisir, que ce soit amusant. Et évidemment, ce que j'ai fait aussi, c'est m'intéresser en profondeur aux personnes qui sont derrière. C'est ça. Qui sont, je pense, comme tu l'as remarqué, des personnages bien souvent hauts en couleur et assez fascinants, en fait. Il y en a 2, je pense, que je connais. Michel Masquelier. Ah oui. Je pense que c'est quelqu'un qui était en humanité avec moi au Collège du Christ 3. Ah oui. Il était à Louvain-la-Neuve avec moi, on le surnommait Mascu. Oui, alors c'est lui, ça c'est certain, c'est lui. Et peut-être que tu as aussi eu l'occasion de rencontrer Daniel Weckers à Canal+. Ah bien sûr, oui, j'ai travaillé pour lui. Daniel Weckers, très grand ami de mon frère. Ah, excellent. Lui-même, je le connais aussi, mais je le vois moins souvent. Donc le monde est petit. C'est sûr. Et alors, il y a un personnage là-dedans que moi je n'ai pas rencontré, pas encore, que j'espère rencontrer, c'est Harry Emmanuel. Donc l'Américain flamboyant qui vit de manière extrêmement speedée, qui est en fait à l'origine un agent de star de cinéma, qui a fondé la plus grosse agence avec son concurrent, qui est plus connu, CAA. Lui a fondé sa propre agence qui s'appelle Endeavor, et donc a acheté une des plus grosses agences du secteur sportif qui s'appelle IMG, et qui, depuis qu'il l'a racheté, c'est-à-dire 2015, dépense un argent fou. Mais le gars en lui-même est tout à fait fascinant. Un personnage de roman. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un livre qui a été fait sur les 3 frères Emmanuel, qui sont tous les 3 des stars aux États-Unis, pour des raisons diverses. Bien, fantastique. Grand merci. Grand merci. Merci pour l'intérêt, merci tout pour... meilleur pour la suite. C'est gentil. Mon cher Pierre. Merci. Grand merci.